Nous avons porté très récemment plusieurs propositions de loi où les enfants victimes de violences conjugales étaient au cœur de ces propositions de loi. C'est sous cet angle-là, un peu différent de celui des enfants victimes directement de violences, que je vais aborder le sujet. Des chiffres d'abord, 143 000 enfants vivent dans des foyers où souvent leur mère est victime de violences conjugales. Ce sont les chiffres de 2017. 143 000 enfants. 42% avaient moins de 6 ans, ce qui correspond à peu près à 60 000 enfants. Comme l'a dit Madame Brisset, ce sont les enfants en bas âge qui sont les plus impactés par cette violence. Et donc cela signifie que 60 000 enfants ont subi un traumatisme dont on peut très difficilement mesurer l'importance par les violences qu'ont subi leurs parents, leur mère la plupart du temps. Plusieurs lois ont été amenées au fil du temps, et pour la plupart assez récemment. L'ordonnance de protection a été mise en place par la loi du 9 juillet 2010. En 2014, on a établi que toute juridiction qui condamne sur le plan pénal un père auteur de violences conjugales, un père ou une mère, je le répète, c'est quand même moins fréquent, doit se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale. La juridiction organise aussi une meilleure formation des professionnels médicaux, de la police, de la justice, au repérage des enfants exposés aux violences. L'année dernière encore, lors du projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles, on a allongé les peines pour les violences commises en présence des mineurs. Certaines personnes vont très loin dans leur façon d'exprimer les choses. Un juge, par exemple, qui a été auditionné plusieurs fois, dit qu'en cas de violence au sein du couple, la coparentalité est un leurre. On ne peut pas imaginer qu'on puisse laisser en place une coparentalité. Malheureusement, et là ce sont des propos qui divisent beaucoup dans nos discussions, je dis qui divisent parce que j'utilise le mot malheureusement, parce que moi je corrobore quelque part les propos de ce juge. Ces pratiques, les pratiques qui sont possibles de mettre en œuvre sont très rarement mises en œuvre. Je voudrais citer quelques personnes, et non pas des moindres. Le Premier ministre disait lors de son discours pour le Grenelle des violences conjugales, l'ouverture du Grenelle des violences conjugales, que maintenir à tout prix le contact entre un enfant et son père, qui risque de l'utiliser comme un instrument de pression, ne semble raisonnable ni pour l'enfant, ni pour la mère, qui est mise en péril dès qu'elle exerce son droit de visite. De même, la définition de l'autorité parentale, qui se définit comme l'ensemble des droits et des devoirs dont disposent à égalité les parents à l'égard de leur enfant mineur, ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci, peut être largement questionnée dans le cas des violences conjugales. Comment un parent qui commet des violences vis-à-vis de l'autre parent peut être considéré comme toujours responsable de son enfant? C'est une question qui revient en permanence et qui fait que l'on a été amené à amener plusieurs propositions de loi. Monsieur Pradier a amené une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité après modification, qui donnait entre autres expressément au juge aux affaires familiales compétence pour aménager le droit de visite du conjoint présumé violent en visant un article du Code civil. Ce droit de visite pouvait ainsi être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Je ne peux que... comment dire, notre difficulté en tant que législateur est de permettre aux juges aux affaires familiales de toujours pouvoir estimer ce qui est le mieux pour l'enfant. Cependant, on est dans une culture de ce qu'on appelle le maintien du lien à tout prix. C'est-à-dire qu'on est en France dans une position... moi j'ai une cinquantaine d'années, je me souviens lorsque j'ai une amie qui s'est dirigée, lorsque j'avais 20 ans, je suis infirmière anesthésiste, et elle s'est dirigée vers le milieu de la périculture et de la pédiatrie, et donc a travaillé dans le milieu social, et donc se retrouvait confrontée à des enfants qui étaient au milieu de conflits, de déchirements entre parents. Et elle m'expliquait qu'à chaque fois, il fallait à tout prix maintenir ce lien. En tout état, en toute circonstance, le lien avec le père, c'était donc il y a 30 ans.
Maintenant, 30 ans plus tard, je me pose la question, est-ce que ça a vraiment évolué? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette culture du bien à tout prix? Pourtant, les expertises, les études s'enchaînent les unes derrière les autres pour dire que la plupart, sinon l'immense majorité des enfants, subissent des conséquences très importantes. Le plan interministériel de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux femmes soulignait que assister à des scènes de violence a des effets sur la santé des enfants, énurésie, hypocrisie, anxiété. Enfin, je ne vais pas trop le développer parce que je pense que le docteur Balançon va développer ce sujet qu'elle maîtrise infiniment mieux que moi. Mais ces conséquences sur le développement entraînent également une perte d'estime de soi et ont donc des répercussions à l'âge adulte que personne ne peut vraiment mesurer. Donc la position médicale, quelque part, est en confrontation avec la position juridique. Et nous, législateurs, nous sommes entre les deux. Nous devons écouter les deux expertises et nous fixer une ligne. La loi qui a été votée hier à l'unanimité par l'Assemblée nationale encourage et met en place des mécanismes qui permettent d'aménager, en tout cas en cas de séparation des parents, des espaces préservés pour les enfants et donc de les protéger de la violence qui peut s'exercer du parent violent sur l'autre parent. C'est pour moi une avancée quand même majeure, insuffisante, sur laquelle il faut continuer à travailler, mais c'est non pas un début, mais je pense que la prise de conscience est réelle et que vraiment on y travaille, vraiment, et que la voix de la majorité du Parlement va en ce sens. Nous avons toujours le problème de l'application de la peine, de la sanction, qui est totalement indépendant de nous, puisqu'il y a l'indépendance des magistrats qui est toujours à respecter. Je m'arrêterai là. Peut-être que je peux supposer que mes propos ne vont certainement pas assez loin pour beaucoup de personnes qui attendent du législateur d'agir. Des outils juridiques existent, ils sont insuffisamment utilisés. Sur les ordonnances de protection, par exemple en 2015, les derniers chiffres ont montré que seulement la moitié des ordonnances de protection avaient été validées. Donc ce sont quand même des outils qui sont déjà en place, qui amènent de vrais mécanismes de protection qui sont insuffisamment utilisés. J'ai envie de dire à nos collègues, nos amis magistrats, la balle est dans votre camp pour beaucoup. Et nous, législateurs, sommes prêts à pousser derrière. En particulier, je fais un petit aparté, lorsqu'il y a eu la loi sur les violences sexuelles et sexistes, nous avons été nombreux à nous battre pour amener l'imprescriptibilité au niveau des crimes commis sur les mineurs, enfin des crimes sexuels, et pour des motifs juridiques, cela est refusé car cela ne peut pas rendre. Voilà, c'est irrecevable. Nous n'allons pas rouvrir le débat là-dessus, mais nous sommes prêts, nous, à amener une législation qui renforce la protection des enfants. Je vous remercie.